Bonjour, je suis Angélique Robert, je suis habitante de la métropole et membre avec 25 autres personnes du Conseil de développement. Je suis aujourd'hui avec Ségolène Charles qui est coordinatrice du Conseil de développement et on est heureux de vous recevoir dans le cadre de l'autosaisine sur l'engagement citoyen. Et il nous a semblé très opportun de vous recevoir pour échanger sur les premiers retours qu'on a pu avoir et bénéficier de votre regard et de la spécialité que vous portez sur les sujets de citoyenneté. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, je m'appelle Loïc Blonduau, je suis professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, chercheur, et mes travaux portent essentiellement sur la participation citoyenne dans toutes ses dimensions et sur les transformations des démocraties contemporaines. Voilà. Par ailleurs, je suis membre de la Commission nationale du débat public, entre autres. Voilà. Pour en dire un peu plus sur le Conseil de développement et pourquoi moi je me suis intéressée au Conseil de développement de Nantes Métropole, ce qui m'intéresse en fait dans ce conseil, c'est que depuis 2022, il se réinterroge profondément sur sa façon de fonctionner et il y a une recherche de représentativité des habitants qu'on ne trouve pas partout en fait dans les conseils de développement en France, il me semble. Il est donc constitué de membres organisateurs sans présidence et il s'appuie sur une gouvernance horizontale et sur les principes d'intelligence collective pour débattre des sujets de manière les plus partagées possible. Donc c'est une instance citoyenne, consultative et qui est autonome et au service du territoire. Et il y a 3 façons de traiter les sujets. Il y a le choix d'interpellation qu'on appelle l'appel citoyen ici. Et donc ce sont les habitantes et les habitants qui vont proposer des sujets. Il y a la saisine de la métropole. Donc l'année dernière, il y a un sujet qui a été traité sur la santé mentale des jeunes. Et cette année, on a un sujet que c'est l'engagement citoyen sur la métropole. Donc on a lancé une étude, on rencontre différentes personnes, on a eu à peu près 15 entretiens. On est aussi allé dans la rue, sur le territoire, faire des micro-trottoirs, mais sous une forme, j'ai perdu le mot. Porteur de parole. Porteur de parole, merci Ségolène. Donc on a consacré une journée entière, un samedi entier, on a été rencontrer des habitants. Et puis on a prévu, avec toute cette matière, faire des ateliers où on propose aux personnes qu'on a rencontrées un temps en fait d'échange et encore d'exploration. On est encore dans cette phase d'exploration pour essayer de cartographier qu'est-ce que c'est l'engagement citoyen ici en fait. Et ces ateliers, on les a voulus dans différents endroits de la métropole pour essayer de voir aussi est-ce qu'il y a une réponse différente ou un regard différent qu'on soit sur différents territoires de la métropole. Et dans les premiers constats, ce qu'on remarque, c'est que le terme de citoyenneté ne parle pas à tout le monde, notamment pendant les porteurs de parole, quand on a été rencontrer les habitantes et les habitants. Le terme de citoyenneté renvoie beaucoup à la notion de nationalité, la notion de papier, de mériter la citoyenneté ou pas. Ce point de vue un peu méritocratique. Et il y a certaines habitantes, je le mets au féminin parce que c'est des femmes qui nous ont fait ce retour-là, qui se retrouvaient plus dans le terme d'habitants. Et notamment la question d'habiter au sens très large, c'était habiter sa cage d'escalier, habiter son quartier, habiter un territoire particulier par rapport à un autre. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est vous, là, aujourd'hui, comment vous pourriez définir l'engagement citoyen ? Bon, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est
c'est plusieurs choses. La première, c'est que la citoyenneté, ça fait partie de ces mots qui sont complètement démonétisés chez les citoyens. Et je pense qu'avec la citoyenneté, il y a aussi le mot de démocratie qui ne veut plus rien dire, en tout cas qui a perdu de son sens parce que beaucoup de citoyens n'ont pas le sentiment de vivre dans une véritable démocratie. Donc le contenu politique de la notion de citoyenneté qui, pour certains acteurs comme moi, comme vous vraisemblablement, renvoie à l'idée de participation citoyenne, effectivement n'est pas présent chez les gens que vous avez interrogés et ça m'étonne pas vraiment. Deuxième élément, c'est on hérite aussi d'une définition de la citoyenneté qui est dans les cours d'éducation morale et civique. La citoyenneté, c'est des droits et des devoirs, c'est payer ses impôts, c'était autrefois accomplir son service militaire et c'est bénéficier de droits. Et c'est vrai que c'est le socle de la citoyenneté. Et puis le troisième élément, je ne suis pas surpris non plus que ça renvoie à l'idée de détenir des papiers et que ça renvoie à l'idée de nationalité, puisque effectivement dans notre débat public, ces questions d'immigration, ces questions de naturalisation, etc. sont extrêmement présentes. Donc rien ne me surprend dans ce que vous dites. Et puis, vous donnez une définition de la citoyenneté. C'est une tâche à peu près impossible, ça fait partie de ces notions politiques comme le peuple ou la démocratie, même si c'est un peu plus clair pour la démocratie, ou comme la nation, qui font l'objet de définitions différentes, quelquefois très éloignées les unes des autres. Donc je ne vais pas m'avancer en vous proposant une définition, sachant qu'elle renverrait à une sorte de point de vue très très partiel, le point de vue qui est le mien. Et puis dernier point qui m'intéresse aussi dans ce que vous avez dit, c'est l'opposition citoyen-habitant. Dans les premiers temps de la démocratie participative, disons il y a 25-30 ans, quand cette notion a commencé à se diffuser, il y avait cette opposition qui était souvent faite dans les discours entre finalement les modes de consultation qui s'adressaient aux habitants plutôt qu'à des citoyens et qui essayaient de les cantonner dans un rôle assez restreint de témoignage sur leurs conditions d'existence ou de détenteurs de savoir sur leur environnement immédiat. Alors qu'il y avait une vision un peu plus ambitieuse qui disait ce sont des citoyens qui devraient avoir le droit de participer et le droit aussi de s'exprimer sur des choses qui n'appartiennent pas à leur quotidien. Et donc, je me souviens notamment des travaux d'une de mes collègues, Catherine Neveu, qui disait le vrai problème de ces dispositifs de démocratie participative, c'est que finalement, ils cantonnent les citoyens dans un rôle assez étroit d'habitants et refusent aux citoyens le fait de s'exprimer sur un plan politique. Justement, on s'interroge dans le cadre du Conseil de développement, peut-être préciser que c'est un peu une spécificité, tous nos travaux sont instruits dans des instances, donc dans les services concernés et sont passent en exécutif et en conférence des maires. Puis on a une réponse argumentée de la métropole qui s'engage sur les préconisations. Donc c'est aussi pour ça qu'on trouve intéressant de croiser entre des acteurs du terrain, des chercheurs, des praticiens, pour aussi que nos préconisations qui sont citoyennes, Angélique est citoyenne du Conseil de développement, mais elle organise avec les autres citoyens la démarche de participation. Mais il y a une double, on va dire, strate, c'est d'autres citoyens du territoire qui répondent. Dans ce nouveau conseil, l'idée, c'est de ne pas avoir, on va dire, une instance qui serait, qui resterait en entre-soi, en vase clos. Et donc, il y a différentes strates qui s'articulent, et donc, avec ça, la question des chercheurs et autres. Et donc, nous, on s'intéresse vraiment à ces engagements, on va dire, hors institution, mais qui peuvent être complémentaires. Est-ce que vous voyez une évolution par rapport à ces engagements, on va dire, informels, à ces engagements spontanés du terrain, par rapport à avant ? Oui, il y a des évolutions fondamentales depuis maintenant plusieurs décennies. D'abord, il y a effectivement le désinvestissement de formes très classiques, très conventionnelles, très institutionnelles d'engagement, comme l'engagement dans les partis, l'engagement dans les syndicats, l'engagement maintenant aussi dans les associations, c'est-à-dire l'investissement fort dans des tâches de direction d'associations. On sait
aujourd'hui que beaucoup d'associations manquent de vocation. Donc on a quand même vraiment un recul de l'engagement citoyen dans ses formats les plus classiques qui correspondaient finalement à la participation citoyenne dans les décennies d'après-guerre. Alors on a attribué à l'individualisation, et je crois en partie à raison, ce désengagement, c'est-à-dire que l'investissement corps et âme pour une cause au détriment de son épanouissement personnel est quelque chose qui est de moins en moins recherché par les citoyens. C'est-à-dire qu'on veut à la fois servir une cause, mais aussi ne pas sacrifier son individualité à la cause. Et donc tout ce qui relève finalement d'organisation un peu hiérarchique rencontre des difficultés de recrutement de ce point de vue-là. Mais il y a des formes d'engagement plus ponctuelles, plus éphémères, plus informelles, qui, elles, ont survécu, ont subsisté dans des collectifs qui s'organisent autour d'une cause particulière. Je me souviens, il y a quelques années, on avait été très surpris par l'intensité des mobilisations autour des enfants qu'on cherchait à retirer de l'école, par exemple, qui montraient que les citoyens n'étaient en aucun cas indifférents à ce qui se passait autour d'eux et que les parents d'élèves étaient capables de se mobiliser très fortement pour une cause qui leur était chère. On a ce qu'on a dénoncé sous la forme du clicktivisme, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une partie de la population qui résume son engagement à une participation sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que, est-ce que signer une pétition sur un réseau social, est-ce que approuver un contenu sur un réseau social ou le rediffuser relève d'un véritable engagement? C'est complètement discutable, mais ça renvoie aussi à la condition même des citoyens contemporains, dont le temps disponible pour l'engagement, c'est foncièrement restreint d'un certain point de vue. Alors on a dit qu'avec les 35 heures, avec les gains gagnés par les retraités en termes de santé physique au moment de la retraite, on aurait comme ça on aurait une disponibilité à l'engagement qui serait plus forte. Or, ce que l'on constate, me semble-t-il, c'est que le temps que les citoyens ont à consacrer, le temps de cerveau disponible qu'ils ont à consacré à l'engagement, c'est restreint. Et là, il faut incriminer très clairement les écrans et toutes les incitations qui pèsent sur chacun d'entre nous pour consommer. Au-delà même de la sphère du travail, qui pour l'instant n'est pas, sauf cas de figure très, très spécifique, n'est pas compatible avec de l'engagement. C'est-à-dire que pendant tout le temps où nous travaillons, nous ne participons pas, et pendant tout le temps où nous consommons, sauf à parler de consommation engagée, il y a effectivement autour des épiceries solidaires, autour de certains collectifs de consommateurs, d'un certain point de vue, on peut imaginer qu'on a affaire à une certaine forme d'engagement, mais ce sont quand même des types d'engagement relativement light d'un certain point de vue. Voilà, c'est un peu ça, mais je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes en vous disant tout ça. Du coup, ça fait écho à des retours qu'on a eu aussi des personnes qu'on a rencontrées dans la rue. Quand on parlait d'engagement citoyen, évoquait plutôt des choses qui seraient de l'ordre du civisme, en disant, des personnes nous disaient, moi je ne suis pas engagée dans des associations, par contre je rends service à mes voisins, je suis attentive, je tiens les portes, si le tram part et que je vois quelqu'un arriver. Et des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Il y a des personnes qui ont dit, par exemple, je donne mon sang, et pour moi c'est un engagement citoyen, je trie mes déchets. Et du coup, nous, quand ça s'est arrivé, alors qu'on ne l'avait pas vraiment anticipé, on ne savait pas vraiment se dire, est-ce que c'est de l'engagement citoyen? Mais comme vous disiez tout à l'heure, repartager une information sur les réseaux sociaux qui serait de l'ordre de parler d'un engagement citoyen. Et du coup, cette question du civisme, à un moment donné, on était presque en tout cas moi personnellement, j'étais presque à tirer une ligne
entre le civisme et un engagement qui reste jusqu'au militantisme. Oui. Donc je ne sais pas si on peut évoquer ça. Moi c'est exactement comme ça, je crois qu'il faut raisonner en termes de continuum. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va d'aider quelqu'un à traverser la rue jusqu'à militer dans un parti politique. Et effectivement, il y a des formes d'engagement qui n'interfèrent pas avec la sphère politique, avec les institutions, qui n'ont rien à voir avec les institutions, mais qui participent d'une forme de... Alors moi, de ce que j'appelle, de manière discutable, un ethos démocratique, c'est-à-dire une ouverture aux autres, une envie de coopérer avec les autres, qui finalement n'est pas aussi éloignée. Le civisme, la civilité, c'est encore une version inférieure. Ce que vous appelez le civisme, qui sont ces gestes de bienveillance, ou en tout cas d'aide aux autres. Bon, il y a la civilité, simplement la courtoisie aussi. C'est effectivement ne pas interférer avec la sphère privée de l'autre, respecter. Oui, on peut dire que ça part de là, d'un certain point de vue. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une progression et que parce que on est civil, on est civique, on deviendra nécessairement citoyen au sens d'une forme de participation plus orientée vers la volonté de construire la décision ou de faire avancer les choses en politique? C'est pas du tout évident. Pour plein de raisons, pour des raisons de disponibilité biographique. On n'oublie jamais. Je parlais du temps de cerveau disponible, ce fameux temps de cerveau disponible dont parlait le PDG de TF1, en disant, pour nous, l'enjeu, c'est de capter le maximum de temps de cerveau disponible. Et là, il donnait un peu la clé de son projet. Il y a aussi un temps biographique disponible. Il y a des moments où on est plus ou moins disponible pour la participation citoyenne et un temps dans une vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger des gens qu'ils soient disponibles tout le temps pour se consacrer aux affaires publiques. Mais c'est très bien que vos répondants aient placé la définition, ou en tout cas la question sur ces aspects-là, parce que pour moi c'est très important. Grosso modo, on a eu tendance dans l'histoire de nos démocraties à établir une forme de frontière entre ce qui relevait de la politique et ce qui n'en relevait pas. Et d'un certain point de vue, en dénigrant d'un certain point de vue et on pourrait avoir cette vision un peu disqualifiante, c'est dérisoire. Bon. Or, la démocratie, c'est le fait d'établir des relations avec les autres qui respectent un principe d'égalité fondamentale. Et donc, tout ce qui relève du civisme, au sens où vous l'avez défini, tout ce qui relève de la civilité, c'est aussi faire vivre ce principe d'égalité dans la société. C'est ne pas s'arroger une place, une position de supériorité. Voilà. Donc c'est vraiment très, 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 très intéressant cette discussion que nous avons. Et alors pour rebondir sur un autre des aspects que vous avez évoqués et qu'on a découvert dans le cadre dans la démarche exploratoire dans laquelle on est, c'est tout le rapport en tout cas pour moi, à mes yeux, c'est surprenant au néolibéralisme, qui a été cité plusieurs fois dans les entretiens. À titre d'exemple, le mouvement associatif des Pays de la Loire évoquait le fait qu'il y avait de moins en moins de bénévoles qui avaient envie d'être dans les enjeux de gouvernance d'associations, parce qu'ils se retrouvaient dans des postures de licenciement économique, en étant bénévole des associations concernées. Donc des choses qui étaient quand même assez difficiles lorsqu'on s'engage dans du bénévolat, de se retrouver finalement dans une posture de marchandisation et de rapport à quasiment une entreprise et des plans non choisis. Et ce rapport, on va dire, à l'argent, à l'économie, ce coût de l'engagement, c'est une thématique qu'on voit émerger dans notre démocratie, dans notre démarche, pas démocratie. Et on a eu un autre entretien avec un ancien gilet jaune, Guillaume Dubruel, qui lui choisit de vivre au RSA, alors qu'il gagnait bien sa vie avant, dans une démarche de décroissance pour justement donner son temps
à sa vie personnelle, mais surtout à de l'engagement de manière de toutes les formes, et finalement de travailler d'une autre manière. Et donc ça, comment vous percevez ça, ce rapport à ce coût de l'engagement, voilà, c'est une thématique là, on voit auquel on tourne et qui n'est pas forcément révélée et qui peut paraître aussi comme un frein par rapport à ces questions-là. Mais c'est sûr que rien dans le fonctionnement de notre société ne facilite objectivement l'engagement citoyen, c'est-à-dire un engagement citoyen qui n'aurait pas de retombées économiques, qui ne produirait pas de richesse matérielle d'un certain point de vue. À l'inverse, alors il y a plein de phénomènes derrière ce que vous décrivez. Il y a le fait que beaucoup d'associations ont été contraintes de se financer, ne sont plus financées sur leur raison d'être et ne bénéficient plus d'un soutien à leur fonctionnement, mais sont obligées d'entrer dans des logiques de projet. Donc il y a une forme de conversion obligée je dirais pas au marché, mais à des formes de concurrence d'un certain point de vue qui peut changer assez sensiblement leur orientation, leur mode d'action et rendre les salariés un peu malheureux, comme ils le sont beaucoup dans les entreprises où ils ont le sentiment que le sens de ce qu'ils font leur échappe. Bon, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, on s'aperçoit que ceux qui s'engagent dans nos sociétés sont ceux qui ont la possibilité de le faire, soit qu'ils se sont donné cette possibilité, soit parce qu'ils sont dans un statut. C'est effectivement dans la plupart des associations orientées vers l'intérêt général, on trouve beaucoup de retraités aujourd'hui qui effectivement ont cette possibilité matérielle de le faire. Et puis on a aussi ce type de public qu'on voyait beaucoup sur les ZAD. On est ici à Nantes, on a eu vraiment un laboratoire des gens qui effectivement renonçaient au salariat pour pouvoir participer à des chantiers de transformation sociale. Donc vous avez tout à fait raison. Et puis moi je dirais, ça va même encore un peu plus loin. Certes, on continue, d'un certain point de vue, de diffuser une vision positive de l'engagement, parfois même culpabilisatrice. Alors évidemment, pour la citoyenneté, c'est le vote. On dit celui qui ne va pas voter n'est pas un citoyen à part entière. On a ce discours très moralisateur sur la nécessité de s'engager. Mais en fait, on s'aperçoit que finalement, le statut de ceux qui s'engagent, par exemple le statut des militants politiques, dans les partis, est un statut qui est assez dévalorisé dans notre société. Le statut de syndicaliste est dévalorisé. Si on regarde un petit peu les discours médiatiques autour de ce type d'engagement, rien n'est fait pour donner envie finalement de faire comme eux d'un certain point de vue. Il n'y a pas de valorisation symbolique de l'engagement. Et donc, il ne faut pas s'étonner, effectivement, que ça devienne une forme de sacerdoce. Moi, je pense toujours aux militants. Être militant partisan d'un parti aujourd'hui, quand vous ne cherchez pas à être élu et donc à faire carrière politique, c'est un chemin de croix. Grosso modo, vous êtes mal vu dans des tas de milieux sociaux. En plus, vous n'êtes pas considéré par vos propres dirigeants qui ne vous demandent rien, sinon de moins en moins de coller des affiches en temps de campagne ou
de faire des enveloppes. Bon voilà, donc oui, vous avez raison, on est dans une société donc capitaliste, orientée vers la production et vers les activités productives. C'est ce que disait. Et par exemple, voilà. Moi, une des autrices qui m'a le plus marqué dans ma réflexion sur ce que pouvait être la citoyenneté, c'est Hannah Arendt, dans un livre qui s'appelle La condition de l'homme moderne, où elle oppose différents types de conditions humaines. Et en fait, la condition politique, ce qu'elle appelle la condition politique, qui renvoie à notre idée de la citoyenneté, elle montre qu'elle était considérée comme la plus haute des conditions sous l'Antiquité, notamment à Athènes évidemment, où en fait, d'un certain point de vue, elle vous transformait, elle vous améliorait, elle était vue comme quasiment une fin en soi. Bon. Et par opposition, dit-elle, elle écrit dans les années 50 cet ouvrage, par opposition à la condition de ce qu'elle appelle l'homo faber, c'est-à-dire de celui qui travaille, qui, à l'époque, puisqu'on réservait aux esclaves les fonctions de travail, n'était pas vu comme une condition particulièrement estimable. Et aujourd'hui, il faut retrouver l'idée selon laquelle participer au collectif, entrer dans des formes d'action collective ou dans des formes de participation, c'est aussi porteur de joie. Ça, c'est rarement, en tout cas dans un pays comme le nôtre, voilà, il n'y a pas d'association entre l'engagement et le plaisir. Et la joie, c'est plutôt quelque chose qui est vécu comme... Alors que c'est pas vrai. On a pu le voir dans des formes de mobilisation. Il y a des gens qui se révèlent à eux-mêmes, il y a une joie qui peut se dégager de l'action collective. Bon, et ça, on a perdu le sens de cette joie. Ça peut être aussi porteur de transformation individuelle. Ce que dit Hannah Arendt, c'est qu'on ne sait vraiment qui l'on est qu'à partir du moment où on se confronte au regard des autres et donc qu'on exprime nos différences les uns par rapport aux autres. Et là, on grandit d'un certain point de vue dans l'engagement. Bon, or, l'engagement est surtout perçu comme un sacrifice d'un certain point de vue, et les conditions dans lesquelles on est contraint de s'engager aujourd'hui avec il y a aussi une certaine forme de répression de l'engagement aussi, de certains types d'engagement. Moi, je pense à tous les travaux qui parlent de la répression des associations, qui effectivement sont soupçonnées de tas d'intentions négatives, qu'on ne finance plus, qu'on criminalise d'un certain point de vue. Il y a des formes d'engagement aujourd'hui qui sont criminalisées, et il devient difficile dans ces conditions de pouvoir s'épanouir dans cet engagement. Du coup, moi, j'avais envie de rebondir sur cette notion de valorisation de l'engagement, parce que du coup, donc là, on est dans une phase d'exploration, il va y avoir les ateliers. Et il y aura 2 ateliers à la fin où, avec les habitants qui auront envie, on ira jusqu'à poser des préconisations. Et on avait une intuition qui était de se dire, est-ce qu'on peut créer un carnet d'inspiration avec des actions qui permettent, en tout cas qui soutiennent l'engagement citoyen, et peut-être qui le valorise. Et en vous entendant, je me dis, c'est peut-être, on n'avait pas creusé ce côté de valoriser. Est-ce qu'on trouve des exemples qui permettent de le... peut-être même de le rendre joyeux, de le mettre en avant. Donc, alors, il y a plusieurs éléments derrière. Oui, je pense que c'est une vraie question. La meilleure manière de valoriser l'engagement citoyen, c'est de faire en sorte qu'il ait de l'effet. C'est-à-dire qu'il participe. Et comme on parle au Conseil de développement, j'imagine qu'on parle de démocratie participative. Effectivement, le meilleur moyen d'honorer ou de reconnaître cet engagement, c'est de faire en sorte qu'il ait de l'influence. Mais et donc, il ne faudrait pas que la reconnaissance symbolique
soit une forme de pis-aller par rapport à l'objet même de l'engagement, qui est de changer la société ou d'influencer la décision. Néanmoins, tout ce que vous dites est juste. Moi, je suis frappé quand on observe la manière dont on participe dans d'autres pays que le nôtre, en Amérique latine, en Amérique du Nord aussi, aux États-Unis, au Canada. Il y a beaucoup de moments d'autocélébration, où finalement on renvoie tout de suite à ceux qui participent des formes de reconnaissance, des formes de soutien, de félicitations. Et ça contraste tellement avec ce qui se passe en France, où il y a une forme d'assez grande indifférence de ceux qui pourraient, d'un certain point de vue, et d'inattention à ces phénomènes. Il y a des gens pour qui c'est plus coûteux que d'autres de s'engager. Et à ces gens-là, il faut marquer encore plus leur reconnaissance. Des gens pour qui c'est difficile, pour des raisons culturelles, pour des raisons de niveau d'éducation, etc. Et donc, du coup, tout ce qui relève de la rétribution immédiate, symbolique, tout ce qui relève des moments, finalement, d'auto-congratulation, où on fait la fête ensemble. Moi, je suis frappé de voir à quel point en France, on a déconnecté la démocratie participative de formes de sociabilité joyeuse ou festive, ou alors c'est complètement artificiel. Tout le monde voit que c'est du fake d'un certain point de vue. Alors que dans les pays latino-américains, il y a des chants, il y a de la danse, il y a des images, voilà, il y a quelque chose comme une forme de ciment qui fait que les gens reviennent. Aussi, on sait très bien l'effet que peut produire la perspective d'un pot après une réunion. Évidemment, les gens restent, ils viennent quelquefois plus nombreux, parce que c'est comme ça que nous, humains, nous fonctionnons. C'est-à-dire que nous cherchons le contact de l'autre, mais un contact qui est dans la joie. Alors qu'il y a une forme de tristesse, de désincarnation dans beaucoup de nos dispositifs de démocratie participative, tels que moi, je peux les observer, où on s'ennuie, où on a vraiment l'impression de se sacrifier quand on discute comme ça, dans des lieux assez froids, sans moment de respiration ou d'effervescence. Oui, il y a du conflit, c'est normal que le conflit s'exprime, mais il y a aussi des manières d'associer la joie à l'engagement. Et puis, il y a un autre élément, ce que vous dites, c'est assez juste aussi, c'est la question de la valorisation de l'engagement citoyen à un certain niveau dans la trajectoire, la carrière des gens. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis en train de discuter, je ne sais pas si ça aboutira, moi, je dirige un master d'ingénierie de la concertation qui forme des spécialistes des démarches de concertation à Paris 1, avec le Conseil économique et social qui a formé tout son personnel à la facilitation. Et donc, pour voir comment valoriser en termes professionnels, on avait aussi envisagé ça au moment de la Convention citoyenne pour le climat dont je faisais partie. Il y a aussi ça, il faut que ça serve. Il y a des propositions, par exemple, mon amie et collègue Sophie Soiton en Suisse a proposé un revenu citoyen, une forme de statut de la personne engagée, avec un financement idoine qui lui permet de quitter son travail pendant une certaine durée. On n'a rien de suffisamment ambitieux en France on n'a même pas de statut de l'élu. En tout cas, on cherche encore un statut de l'élu. Là, les réflexions sur le statut du citoyen participant que sont en train de mener un certain nombre d'institutions me paraît hautement nécessaire. L'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, le CESE, etc., réfléchissent à cette question du statut du citoyen participant. Il y a une bonne nouvelle qui ces derniers jours est tombée, c'est que on peut indemniser, par exemple,
les citoyens qui participent à des mini-publics du type convention citoyenne. Alors qu'en droit, c'était encore flou et on avait des préfets et des tribunaux qui disaient non, c'est pas possible de les indemniser, de les rémunérer parce que voilà, le droit public l'interdit. Maintenant, c'est possible. Il y a une décision de justice là qui vient de le confirmer. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous pour cette rétribution de la participation. Cette question de la joie, elle fait vraiment écho avec les questions du lien social qu'on a eu. Ouais. On a eu des exemples de témoins, d'acteurs qui tenaient un bar associatif, par exemple, qui disaient moi je vois tout le monde, donc ça me motive à être au cœur de mon café. Et en fait, on a un terme qui tourne autour de nos réflexions depuis le début et qui est un terme que vous avez utilisé dès 2018, qui est celui des démocraties du faire. On allait voir les définitions sur le Dicopart, on allait voir qu'il est très intéressant, mais en tout cas, moi, je sens que c'est un concept qui est un peu flou, en tout cas, et que nous, on l'appréhende en tant que tel, mais on se dit, ça fait un peu écho à cette démocratie du terrain, cette démocratie du quotidien. Est-ce qu'elle ne fait pas écho aussi avec ce regain d'engagement chez les jeunes, où on voit, là, ce qu'on voit en termes un regain d'engagement chez les jeunes et plutôt une baisse de l'engagement de longue durée chez les jeunes retraités. Est-ce que cette démocratie du faire, comment vous la définissez ? Comment elle s'incarne par des exemples auxquels vous pensez ? Et est-ce qu'elle est réellement en lien avec les jeunes générations ou pas forcément ? Pas forcément. Alors, l'origine, je ne suis pas le seul, je ne suis peut-être pas le premier à utiliser cette notion. Celle qui l'a utilisée le premier, c'est la sociologue Geneviève Pruvot, quand elle a observé des ZAD, et notamment celle de Notre-Dame-des-Landes, où elle a vu que sur ces ZAD, ce qui comptait, ce n'était pas le fait de délibérer, de débattre, où on débattait finalement assez peu, mais c'était le fait d'agir en maîtrisant un certain nombre de compétences, en participant à la construction d'une charpente ou en travaillant sur des activités de production agricole. Donc une inversion des valeurs. On est dans une société où on valorise beaucoup le discours et ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui parlent le mieux. Et on a un effet d'éviction de tas de gens qui ne croient plus au discours. On revient finalement à des choses qu'on a déjà dites, puisque les mots ont été évidés de leur sens pour beaucoup. Les gens n'y croient plus au discours, ils ne croient plus à l'efficacité des discours. Il y a une corruption généralisée du discours dans nos démocraties et qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui à une défiance et au fait que les mots n'aient plus véritablement de prise sur la réalité, indépendamment des questions sur l'indifférenciation entre le vrai et le faux. Qu'est-ce qui reste ? S'il n'y a plus de mots, il reste l'action concrète, c'est-à-dire, et non pas le concret dont on se rabat les oreilles, mais ce qui fait la différence, à savoir agir véritablement, autrement qu'en parlant. Et donc celui qui est légitime, c'est celui qui fait la preuve qu'il agit. Cette démocratie du faire, elle renverse la légitimité. C'est pas celui qui élabore finalement des consignes, des discours. C'est celui, on le voit par exemple dans les mondes numériques, c'est ceux qui vraiment mettent la main à la pâte, qui travaillent sur le code, qui sont vraiment présents. Et chez les jeunes, c'est quelque chose là pour le coup qui fait du sens. C'est-à-dire que c'est pas le statut de celui qui parle ou de celui qui revendique quelque chose qui compte. C'est pas le fait qu'il a été élu, le fait qu'il ait des diplômes, le fait, au contraire, d'un certain point de vue, on s'en méfie, c'est celui qui vraiment contribue réellement au projet qui est le nôtre. Alors tout dépend du projet que l'on a, mais si on a le projet finalement de faire advenir une société plus digne d'être vécue, plus coopérative, il faut faire en sorte qu'elle advienne. Et pour qu'elle advienne, il faut mettre en place
les dispositifs d'autoproduction, de consommation. Il faut mettre la main à la pâte. C'est à tout ça qu'on renvoie la démocratie du faire. Alors c'est pas très clair, c'est une sorte de... Mais moi, cette définition, je la prendrais comme une sorte par différence, par la négative, par rapport à la démocratie du discours, qui est une démocratie qui s'est totalement épuisée et qui en partie s'est complètement sabordée à force de dire tout et n'importe quoi, de faire dire aux mots ce qu'ils ne signifiaient pas. Quand un président de la République publie un livre qui s'appelle Révolution, dans lequel voilà, cette notion de révolution paraît complètement invisible. Tout ça, on a complètement démonétisé la langue et le langage politique. Qu'est-ce qui reste? C'est le faire, c'est l'action. Et ça renvoie aussi à l'idée... alors, pourquoi cette notion de démocratie du faire, elle est importante de mon point de vue? C'est parce qu'elle renvoie à plusieurs dispositions chez différents groupes de citoyens. Je pense que pour les jeunes, qui se plaignent souvent qu'on met trop de temps pour faire les choses, que tout ce qu'on décide, ça ne sert à rien, qui veulent voir vraiment les choses avancer, ça exprime finalement une demande pragmatique de résultats concrets, cette démocratie du faire. Bon, premier élément. Pour les gens qui sont mal à l'aise avec le discours et on ne mesure pas ce que produisent les diplômes aujourd'hui dans notre démocratie. C'est-à-dire que effectivement ceux qui sont malheureux dans cette démocratie, qui la contestent, qui sont prêts à voter pour des gens qui ne respectent pas les valeurs de cette démocratie, qui les humilie en quelque sorte, qui les met sur la touche, pour ces gens-là, finalement la participation est plus simple quand ils peuvent contribuer plutôt que de passer son temps à discuter. On les met sur la touche dès le moment où on discute d'un certain point de vue. Et donc, du coup, ça a été la base du militantisme dans plein d'organisations. Il y a des gens qui préfèrent agir, qui préfèrent donner de leur habileté concrète, hein, qui préfèrent tricoter des pulls. Et vous voyez ce que je veux dire, que de disserter sur la guerre et sur la pauvreté. Bon, vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc, cette notion de démocratie du faire, j'ai le sentiment de ne pas être convaincant. Je vous renvoie à l'article du Dicopart, qui est infiniment plus argumenté et plus structuré. Et justement, dans l'article du Dicopart, donc Sophie Girard, elle dit que c'est Saline Girard, pardon. C'est le prolongement radical de la démocratie participative. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, la version que nous avons de la démocratie, notre démocratie représentative, c'est une version très édulcorée. Et, en fait, elle s'est opposée à d'autres définitions de la démocratie qui n'ont pas emporté, qui ont été battues dans l'histoire, hein, et des formes de démocratie plus radicales qui insistaient sur l'ancrage des pratiques démocratiques dans la vie quotidienne. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'effectivement, l'aspect radical Racine, c'est très important. Grosso modo, la démocratie, c'était ce qu'on faisait dans les entreprises, dans les coopératives, et il y avait une forme de concrétude d'un certain point de vue de la participation qui s'est perdue. Quand on a commencé à penser que l'élection était l'alpha et l'oméga de la démocratie, on a oublié que la démocratie, elle pouvait se vivre et se concrétiser dans les entreprises, à l'école, dans plein d'autres lieux et dans la vie quotidienne aussi. Moi, je suis frappé, par exemple, grosso modo, si on regarde les quartiers qui ne s'intéressent plus à la politique, qui ne croient plus à la politique, vous avez une chance de pouvoir les remobiliser
à condition de démontrer que vous partagez l'existence des gens qui habitent dans les quartiers. C'est-à-dire que quand vous vivez dans les quartiers, vous avez une légitimité à parler que vous n'avez plus dès lors que vous ne partagez pas cette expérience. Donc c'est cette dimension de la démocratie comme expérience qui est absolument fondamentale. Et grosso modo, pour plein de gens, la démocratie, c'est quelque chose qui reste complètement abstrait, qui est complètement déconnecté de la vie quotidienne. Quand on me pose la question, comme on le fait tout le temps, comment faire en sorte que... Hier matin, j'intervenais dans un congrès de l'UNADEL où il y avait toujours cette difficulté, comment parler aux catégories populaires, comment parler aux jeunes. Je dis, il n'y a pas de miracle, hein. Il y a deux manières d'aller vers eux, c'est écouter ce qu'ils ont à dire d'abord, c'est-à-dire partir de leurs problèmes concrets, et deux, de démontrer que la participation que vous leur demandez aura un sens au regard de leur vie quotidienne, hein, et pourra faire avancer les choses de ce point de vue-là. Notre question finale, ouais. C'est quel rôle une collectivité, là la métropole, doit-elle ou peut-elle jouer dans la dynamique d'engagement citoyen? Est-ce qu'elle doit avoir un rôle de facilitation? Est-ce qu'elle doit être un acteur central? Est-ce qu'elle doit créer les conditions pour que des initiatives émergent? Est-ce que c'est un peu de tout ça à différents niveaux? Non, mais c'est vraiment tout ça à la fois. Moi, je pense que le politique peut encore changer les choses, c'est-à-dire en mal ou en bien. C'est-à-dire que, en fait, il y a que à ce niveau, dans nos sociétés, que l'on peut donner du sens à ce que font les uns et les autres. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité de reconnaissance symbolique qu'a la parole politique, c'est très important. C'est-à-dire que, pour le coup, on parlait tout à l'heure de valorisation, de l'engagement. Je pense que le politique peut beaucoup dans ce sens-là. Et ça, c'est une première réponse à ce que vous dites. On ne peut pas déconnecter la société et le politique. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'actions qui se mènent dans nos sociétés. Il y a beaucoup de pratiques de transformation sociale qui sont en fait coproduites par les collectivités, par les élus, par les institutions et par les citoyens, soit de différentes manières, soit parce qu'elles sont soutenues financièrement, soit parce que à l'origine de ces initiatives citoyennes, il y a une coalition d'acteurs entre des gens qui travaillent à l'intérieur des institutions et des gens qui travaillent à l'extérieur des institutions. Donc opposer les deux, comme on le fait de manière simpliste, c'est totalement absurde. Et on voit bien par rapport aux associations à quel point les collectivités ont un pouvoir quasiment de vie ou de mort, à travers les subventions, à travers leur manière de les reconnaître ou de ne pas les reconnaître. Et je ne vois pas un monde où, en l'absence de toute intervention des institutions, la société pourrait produire d'elle-même des dynamiques et voilà, il faut être réaliste. Et le vrai problème de l'époque, c'est le retrait, l'indifférence croissante des institutions aux propositions qui viennent de la société, aux projets qui peuvent être portés par des groupes de citoyens. Et donc ça, c'est dramatique. Donc oui, les collectivités, elles ont un rôle majeur. Mais vous êtes dans une collectivité dont je crois l'histoire démontre que il y a une attention qui est donnée à l'engagement citoyen, il y a des formes de reconnaissance, il y a quelques collectivités qui font ça et c'est très bien.